en faisant en sorte que les gens ne profitent pas de ce système pour pouvoir éventuellement faire du blanchiment d'argent ou bien des fraudes ou bien de l'arnaque carrément, parce qu'il y a certains pays, comme tu l'as dit, les Yahoo Boys qui se font passer pour d'une autre personne, qui arnaquent de personnes qui sont à l'étranger. Donc il y a des vérifications qui ont été mises en place de manière automatique et qui ont permis aux différents opérateurs de diminuer de manière drastique ces pratiques. Et bien sûr, les régulateurs aussi suivent, notamment avec ces entités, pour s'assurer que ces pratiques sont diminuées. Mais il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens. En 2025, les paiements transfrontaliers sont au cœur de la transformation économique de l'Afrique. Comment rendre les transferts d'argent plus rapides, plus accessibles et plus sécurisés pour des millions d'Africains? À la Guinea FinTech Week 2025, le panel 3 ouvre le débat autour d'un thème majeur, Rémittance 2.0 et paiement transfrontalier, le futur des transferts d'argent vers l'Afrique. Les échanges seront modérés par Oumar Sy Diallo, cofondateur d'Ori Technologies. À ses côtés, Candace Camara, Senior Vice President Africa et Head of Business chez Focused. Fodé Mamoudou Keïta, directeur général de MTN Mobile Money. Ibrahim Soumano, fondateur et CEO de Bédou. Amidou Baldé, cofondateur de Jomi. Et Ousmane Sissavan, fondateur et CEO de Paytip. Ensemble, ils exploreront les innovations qui redessinent l'avenir des transferts d'argent, favorisent l'inclusion financière et renforcent l'intégration économique du continent. Bienvenue au panel 3 de la Guinea FinTech Week 2025. Ok, merci en tout cas de cette présentation. Est-ce qu'on peut réduire les échos, s'il vous plaît? Donc, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je pense que je passerai le micro à mon plus proche collaborateur, à mon plus proche speaker, pour justement planter le décor. On sait que Orange a commencé par du mobile money, donc du transfert P2P, de plus en plus maintenant sur du transfert international. Aujourd'hui, quel est le contexte global de ce transfert international dans la perspective de Orange et éventuellement ce transfert international qui naturellement implique la diaspora? Quels sont les services les plus utilisés? Quelles sont les appétences au niveau de la diaspora? Merci pour cette question. Aujourd'hui, chez Orange Finance Mobile Guinée, nous évoluons sur la rémittance. Aujourd'hui, la diaspora a la possibilité d'envoyer des fonds en Guinée. Et nous recevons aujourd'hui depuis plus de 50 pays. Et nous avons également la possibilité d'envoyer de l'argent à l'international, notamment sur toute la sous-région. Et très bientôt, nous allons ouvrir vers d'autres pays. Et plus loin, nous voudrons même ouvrir, au-delà des comptes sur les mobile money, sur le mobile money, on veut aller même sur les cartes bancaires. Et pourquoi pas plus loin. Donc, au-delà du transfert international, il y a plusieurs services aujourd'hui qu'Orange Finance Mobile met à la disposition de sa clientèle. Tu disais, désolé, tu disais maintenant tu accompagnes les opérateurs de la rémittance, mais je sais aussi que tu étais le super boss de la zone Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, de Western Union, et tes expériences sur les banques notamment te donnent toute l'expertise ou la légitimité nécessaire pour envisager ou partager avec nous les évolutions de ce secteur au cours des 5 dernières années. En termes régulatoires, en termes de régulation, comment est-ce que tu as pu... Quelles sont les principales transformations que le marché a pu connaître? Et puis, éventuellement, aujourd'hui, quelle est la place de cette industrie du secteur de la rémittance en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, Alex. Il faut dire que ces dernières années, on a vu une vraie transformation se passer devant nous dans le secteur de tout ce qui est transfert d'argent, donc remittance. Notamment, la première chose qu'on a constatée, et
qu'on quitte un système, on va dire, qui était plus ou moins opaque, donc qui était géré par des entités, que je dirais traditionnelles. Donc je parle des grands noms que l'on connaît essentiellement dans tout ce qui est transfert d'argent, à savoir Western Union, MoneyGram, Ria et autres. Avec l'entrée en jeu des fintech, à un système qui devient maintenant beaucoup plus low cost, parce que tout simplement, il y a de la compétition, d'accord? Et aussi, il y a une sorte d'amélioration en ce qui concerne l'expérience client. On n'a plus besoin forcément de se déplacer pour aller à des kilomètres pour récupérer son argent. On n'a plus besoin, comme avant, d'avoir une question secrète pour pouvoir récupérer son argent. Ça se fait plus facilement aujourd'hui, grâce à notamment tout ce qui est interconnexion avec des wallets. Donc Orange Money étant un exemple. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, ils reçoivent des terminaisons de transactions des grands acteurs que vous connaissez en Europe, en Amérique et autres. Et on a aussi vu une grande évolution dans notre secteur, qui est plutôt la blockchain. Aujourd'hui, avec les systèmes décentralisés, bon, je ne vais pas parler trop de blockchain parce qu'il y a un spécialiste. Il y a un spécialiste. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a avec beaucoup ses lunettes de moyens noires qui sont maintenant en place pour pouvoir... Mais après aussi, il y avait eu un épisode où il y avait beaucoup de pression sur le secteur à cause de ce qu'il était utilisé au Nigeria par les Yahoo Boys, par exemple, pour pouvoir... il y avait des terminaisons chez Western, beaucoup de terminaisons chez Western Union qui avaient un peu discrédité le secteur de la rémittance. Oui, il faut dire qu'il y a eu de gros progrès à ce niveau, en ce qui concerne la conformité. Donc, des règles qui ont été mises en place, des pays qui ont été, on va dire, sur une liste spéciale comme pays à haut risque, pour lesquels on faisait en sorte que les gens ne profitent pas de ce système pour pouvoir éventuellement faire du blanchiment d'argent ou bien des fraudes, ou bien de l'arnaque carrément, parce qu'il y a certains pays, comme tu l'as dit, les Yahoo Boys qui se font passer pour d'une autre personne, qui arnaquent de l'argent aux personnes qui sont à l'étranger. Donc il y a des vérifications qui ont été mises en place de manière automatique qui ont permis aux différents opérateurs de diminuer de manière drastique ces pratiques. Et bien sûr, les régulateurs aussi suivent, notamment avec ces entités, pour s'assurer que ces pratiques sont diminuées. Mais il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens, effectivement. D'accord. Donc, évoquons justement... oui. Si je peux juste rebondir là. Parce que vous avez parlé de planter le décor. Okay? Quand on parle de remittance, on parle de inbound and outbound. Okay? Quand il s'agit de inbound, à date, on regarde en termes de contribution au niveau du PIB national, on parle de 2,3% à peu près, ce qui est quand même considérable. Est-ce que vous avez vu? Et il y a une projection qui nous donne à peu près de 1 milliard de flux qui vont venir en 2025. Donc 1 milliard de francs guinéens? Non, on parle de dollars. De dollars, bien sûr. Donc 1 milliard de dollars qui vont venir à travers, comment on appelle, le remittance. Donc c'est pour vous dire, de fur et à mesure que les plateformes se développent, de fur et à mesure qu'il y a beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus d'acteurs au niveau du fintech, on voit que ces flux-là vont augmenter doucement, petit à petit. Raison pour laquelle vous avez parlé, par exemple, des États-Unis, qui savent que voilà, c'est un bon potentiel et que jusqu'à présent, il y a toujours des personnes qui se débrouillent à donner du cash ici, à reprendre du cash par là. Et le jour où tout va se transformer de manière digitale, c'est une bonne rentrée de revenus pour l'État américain. Donc je voulais juste préciser. D'accord. Donc le sujet, c'est que la technologie, les innovations vont dynamiser le secteur, vont permettre à beaucoup plus élargir le marché, donc beaucoup plus de populations vont transiter, vont avoir accès aux services. Donc éventuellement, l'innovation aujourd'hui dans la rémittance, c'est la blockchain, c'est les stablecoins. Je pense que le régulateur n'est plus là. Ah, il est là. Donc bon, on va parler quand même. Beaucoup d'acteurs ne s'en cachent pas. Yellowcard en Afrique, Flutterwave qui aujourd'hui utilisent
la stablecoin de Circle utilise Circle pour justement les transferts internationaux. Aujourd'hui, quelle est la place de la blockchain dans l'industrie de la rémittance et comment est-ce que, au-delà de ce qu'on utilise sur certains corridors, comment est-ce que ça pourrait permettre de beaucoup plus capter les flux pour l'Afrique et surtout élargir la base de clientèle? Merci Alex. Juste avant que je ne réponde à ta question, je voulais rebondir sur ce que mon collègue a dit, sur les chiffres de la rémittance. Je pense qu'il est important que quand on a des événements pareils, qu'on ne se concentre pas ou qu'on ne donne pas le focus simplement aux solutions ou plutôt aux environnements qu'on connaît ou qu'on maîtrise. Parce qu'en réalité, la rémittance, toutes ces solutions dont on parle là ne captent pas le tiers du volume de la rémittance. Donc la vraie rémittance se passe hors les circuits. Les circuits informels. Voilà, les circuits informels. C'est là où encore il y a la part du lion. Et il est important peut-être que, justement, dans ce type de cadre, qu'on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut capter progressivement les volumes de ces circuits informels vers les circuits pour le régulateur. Ouais. Mais pour revenir effectivement à ce que vous dites, la blockchain est une des solutions. Je peux dire très à l'aise que pendant la dernière décennie, on a parlé d'inclusion financière. On n'arrive pas vraiment à avoir une réelle inclusion, mais la blockchain est une réponse, est une solution à ça. Comme on dit, terre à terre. C'est la vraie inclusion, elle va se passer dans la blockchain. Et ça va aller très vite. Ça se passe déjà. Aujourd'hui, on parle de stablecoins. Les stablecoins, la raison pour laquelle tout le monde parle de stablecoins, c'est parce que justement, ça allie ce qu'on appelle le product market fit. Est-ce que tu peux déjà l'expliquer pour notre éditoire, les stablecoins? Oui, les stablecoins, c'est des monnaies digitales qui sont adossées à des monnaies réelles. Et sont peu volatiles. Elles sont peu volatiles, justement. Donc, elles sont adossées à des monnaies réelles, telles que le dollar. Ça peut être le franc guinéen aussi. Tant que la monnaie digitale est adossée à une monnaie réelle, fiduciaire, donc elle devient une stablecoin. Donc, sa valeur égale à la valeur de la monnaie réelle. Donc, c'est ça les stablecoins. Et ça permet d'avoir une mobilité sur la blockchain. C'est-à-dire que vous pouvez faire des transactions sans tiers. Donc, c'est permissionless. Mais il y a quand même, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont développés pour pouvoir réguler ces transactions, comme l'a si bien dit mon collègue. En termes d'avantages que les stablecoins ou la blockchain nous apportent, dans le cadre de la rémittance, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aux sociétés de transfert d'argent, aux sociétés de rémittance, d'avoir accès à de la liquidité. Parce que le plus grand problème qu'on a, j'ai mon collègue de BNB qui est là, on en parlait tout à l'heure, l'un des plus grands problèmes que la plupart de ces sociétés de transfert ont, c'est le problème de compensation. Donc, on n'a pas des comptes bancaires dans tous ces pays, on n'a pas des partenaires dans tous ces pays, mais quand vous vous adressez à un corridor, il faut bien que vous ayez l'émission, et la réception et la compensation. Et c'est ce que aujourd'hui la blockchain nous permet d'avoir. Donc, on peut facilement rester, disons, en Guinée ici, être une société de transfert d'argent et faire des compensations à travers différentes monnaies sans avoir à tisser des partenariats ou avoir des bureaux ou des agences dans ces autres pays. Ça, Deuxièmement, c'est le coût des transferts. Okay? La blockchain va réduire drastiquement le coût des transferts. En Afrique aujourd'hui, la moyenne elle est autour de 8 et 12% en moyenne. Avec la blockchain, on peut se retrouver peut-être à moins de 1%. Et peut-être même beaucoup moins de 1%. Tant qu'on reste en tout cas dans le cas de la blockchain. Ce n'est pas encore le cas maintenant, mais on peut y arriver. Troisièmement, c'est la rapidité des transactions. Donc les transactions sont quasi instantanées. Alors que juste sur le transfert d'argent, je suis un acteur de transfert d'argent, je sais que les transactions ne sont pas instantanées. Et souvent, il peut y avoir des grands retards dus à plusieurs facteurs. Ça peut être
des facteurs liés à la réglementation, ça peut être lié au problème justement de liquidité, parce que le partenaire de compensation n'a pas le cash, ou n'a pas eu, en tout cas n'est pas préparé pour le volume auquel on fait face. Je pense que Candace veut ajouter un peu dessus, je le laisse. Oui, je veux dire que parmi justement les évolutions dont on a parlé, le coût dont il a parlé, c'est un coût qui était en pratique, on va dire, il y a 5-10 ans. Mais avec la compétition aujourd'hui, on est aux alentours de pas plus de 5%, on va dire. Mais sur certains corridors même, on est aux alentours de 1%. D'accord ? Ça, c'est sur le traditionnel. Et c'est vrai qu'avec la blockchain, on peut aller beaucoup moins que ça. Ça, c'est très important. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand on parlait tout à l'heure de l'informel, tout le secteur informel, en tout cas en provenance d'Europe, est déjà digitalisé. C'est juste que ce n'est pas dans le système, on va dire, officiel, que la Banque centrale soit au courant qu'ils utilisent une licence. Mais ils ont déjà une plateforme qu'ils utilisent, qui est peut-être même meilleure que certaines plateformes qui sont utilisées aujourd'hui de manière officielle. Donc la digitalisation, elle est là. Maintenant, le fait de les amener dans le milieu formel, il faut des incentives, des choses qui leur permettent de se dire, bon, ça ne me coûte rien d'aller sur le plan formel que d'être sur le plan informel. Souvent même l'informel coûte plus cher que le formel. Mais il y a une chose que tu as touchée, la liquidité, la disponibilité des fonds à la réception fait que souvent ils préfèrent passer par l'informel. Et il y a d'autres aussi qui ne respectent pas forcément la conformité en termes de montant, en termes de nombre de transactions qu'ils effectuent. Et donc quand ils vont sur des plateformes officielles, ils sont bloqués. Ils préfèrent passer par l'informel. Donc il y a tout ça là. Donc, mais effectivement, il y a un grand volume de transactions qui échappent au formel, comme il l'a dit. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de... on a parlé de inbound, d'accord ? Inbound, c'est réception, bien sûr. Mais il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés pour les envois aussi. Parce que surtout même en intra-Afrique. Si vous regardez les corridors comme le Cameroun, l'Afrique centrale en général, c'est des pays qui envoient beaucoup d'argent. Et ils envoient beaucoup vers l'Afrique de l'Ouest. D'accord ? Parce que souvent, c'est la diaspora ouest-africaine qui est là-bas, qui fait quelques corps de métier qui ne sont pas faites par les locaux, et qui donc rapatrient leurs fonds à leurs familles dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que si on compare les corridors, ils sont forcément dans les top 5 en général. En général, vers l'Afrique francophone, c'est la France, mais après la France, en général, il y a un pays d'Afrique centrale qui se positionne. D'accord, on parle des corridors. Je voudrais directement interroger nos amis de MTN et de Orange. En commençant déjà par notre ami de MTN, quels sont les principaux corridors pour vous aujourd'hui? Et l'une des choses, c'est les coûts. Candace disait que les coûts sont souvent descendus à 5%, moins que ça, 3%. Vous, aujourd'hui, acteur de la remittance, quels sont les coûts que vous pratiquez? Ok. Je pense que, comme il a dit, le marché se trouve autour de 5 à 6% quand tu regardes sur une moyenne. Mais principalement, ce coût-là est dû au Forex Exchange. Donc, ce qui veut dire, parce que nous, déjà, il faut avoir du dollar pour que tu puisses transformer en monnaie locale, ainsi de suite. Donc, chacun des acteurs du bout de la chaîne veut faire un profit dessus. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est ce qui fait que... Une des choses, pour compléter la question, oui. Votre plus-value ou vos fees, votre revenu, il se situe beaucoup plus sur le change. Vous jouez sur le change pour pouvoir avoir un revenu au-delà même de facturer le service d'envoi. Je vais vous mettre à l'aise. Nous, principalement, notre revenu se passe au niveau de la transaction. Quand on parle de outbound, c'est de 1% à date. Donc, on ne facture que le client 1%. Mais vu que nous sommes avec des agrégateurs, c'est ces agrégateurs-là derrière qui, avec le foreign exchange, parce que c'est du dollar qui est toujours la base,
qui fait qu'on monte à des taux de 3-4%. Sinon, en local ici, quand vous voulez envoyer de l'argent, ce n'est que 1%. Donc quand vous voulez envoyer 1 million, nous on vous facture que 1% du montant, pas plus. Donc si je veux envoyer 1 million de MTN Guinée à MTN Côte d'Ivoire, 1%. 1%. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est ce qui s'applique. Et sur la partie, on va dire inbound, on est sur un taux de 0,9%, c'est-à-dire 0,9 francs qu'on facture à la réception. Donc c'est pour vous dire que la majorité des fees qui sont appliquées aux clients se trouvent au milieu, c'est-à-dire les agrégateurs qui sont là, avec qui nous sommes intégrés. Parce que forcément, on parle beaucoup de blockchain, ce qui est une bonne chose. Pourquoi cela? Parce que quand on regarde les pays développés, la plupart du temps, c'est des pays qui ont un taux de bancarisation très élevé. Alors que la blockchain, c'est quelque chose qui est digital, qui a sous forme, comme une forme mobile money, qui est vraiment développée en Afrique. Parce que quand on prend globalement en Afrique de l'Ouest, c'est un compte, sur 3 comptes créés dans le monde, un compte se passe en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour vous dire que de l'autre côté, c'est des banques. Quand tu veux faire un virement, un parcours client très difficile pour envoyer au niveau d'un numéro de compte bancaire, avec beaucoup de lois, de régulations, et ainsi de suite. Raison pour laquelle on parle de blockchain, parce que là, blockchain, c'est tout à fait différent. Ça marche comme sur du mobile money. Raison pour laquelle il y a assez d'engouement. Ok, merci. Je pense qu'il a éludé la question des corridors, mais je te laisse aller là-dessus. Chez Orange Finance Mobile Guinée, sur le outbound, on facture à 1% aussi. Mais après, comme il a dit, on est en partenariat avec plusieurs entreprises. Donc, c'est eux qui fixent le taux. Donc, je ne sais pas trop. Parfois, ils fixent autour de 3, 4, 5%. Donc, ça dépend du pays aussi. Maintenant, sur le inbound, chez nous, le client, il reçoit la transaction, elle est gratuite pour lui. Donc, ton expéditeur t'envoie 500 000, tu reçois 500 000. Et parfois, ça dépend aussi des partenaires. Le client, il reçoit sur son compte principal directement, ou il reçoit aussi on a un sous-compte qu'on appelle un compte international. Le client, il reçoit directement sur ce compte international. Et après, il a la possibilité d'envoyer ces fonds-là directement sur son compte principal, ou il peut directement initier un retrait sur ce compte international pour utiliser l'argent. D'accord. Candace évoquait les... Oui, vas-y. Non. Moi, je disais, tu évoquais tantôt les corridors. Oui. Puisque ni Orange ni MTN ne veulent parler de corridors. Après. Mais c'est vrai que, en général, la réception elle est gratuite pour le bénéficiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne gagnent pas de commission, puisqu'ils ont des relations avec des agrégateurs qui les rémunèrent sur ce type de transaction. En fait, nous, on termine la transaction. Voilà, pour c'est la terminaison. Le partenaire. Mais le fait d'accepter de terminer, vous avez un revenu sharing avec voilà. Bon, en termes de corridor, donc il faut se positionner soit à l'envoi, soit à la réception. En général, dans les deux sens, c'est pour les pays francophones, enfin sur la Guinée surtout par exemple, c'est la France, d'accord? Mais après, il y a des corridors comme les États-Unis, le Canada, qui commencent à monter en charge. Et bien sûr, les corridors africains dont j'ai parlé, notamment le Cameroun, le Gabon, qui sont très envoyeurs vers la région. Et maintenant, mais la Guinée envoie en général vers soit la France, les États-Unis, le Canada, ou bien la Belgique, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas trop en Afrique qu'on envoie. Peut-être pour connaître le flux d'envoi dans la région. Je pense qu'il y a un grand flux qui se passe entre le Sénégal et la Guinée, vu qu'au Sénégal, il y a plus d'1 million de Guinéens. Donc je pense que c'est la plus grande communauté étrangère là-bas, mais qui ne passe pas forcément par le canal qu'on connaît. Donc c'est un exemple de flux qui échappe au canaux formels. Oui, comme tu l'as dit, chez nous, sur le inbound, comme c'est la France, sur le top 3, on a la France, les États-Unis et le Canada. Mais il y a aussi le Sénégal
en train de monter aujourd'hui sur le top 5, surtout sur le inbound. Et après, sur le outbound, le Sénégal occupe la première place. C'est ça. D'accord. Notre ami de Johnny, c'est ça? Alex, Johnny. Alex, je voulais juste ajouter rapidement. Oui, vas-y. Et ça me ramène encore à ce que je disais tantôt, c'est que n'oublions pas le flux Informel. Si je prends le cas de la Guinée, Guinée-Chine, Guinée-Dubaï, Guinée-Turquie. Voilà, c'est des flux qui sont énormes, qui ne passent pas par mobile money, qui ne passent même pas par les banques, mais qui se passent quand même. Qui passent par? Bon, je sais pas. Mais qui passent. Mais ce qu'il dit, ça se voit. Hein. Si tu regardes la croissance sous ces comment on appelle ça, ces corridors, elle est double digit, c'est-à-dire de plus de 10%. Alors que les autres sont single digit, comme la France et autres, là, c'est 2, 3, 4%. Mais tu vois la Chine, la Turquie, et puis voilà, d'autres corridors comme ça, qui sont en forte croissance, n'ont pas encore forcément atteint la France, mais comme je dis, ça, c'est des flux formels. Okay. Les flux informels, on ne sait pas. Ok, d'accord. Diomi, est-ce que tu sais les flux informels? Que fait Diomi déjà? Tu commences par te présenter et puis éventuellement présenter ton... Ça marche. Bonjour tout le monde, désolé pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Et désolé d'arriver en retard, j'étais sur une table ronde là où on parlait d'IA. C'est différent de corridors. Qu'est-ce que nous faisons? Nous facilitons simplement le paiement pour les marchands, que ce soit en Guinée ou au-delà, en leur permettant d'encaisser leurs clients, tout en leur donnant le choix du moyen par lequel ils vont payer ou de payer des salaires, payer des fournisseurs ou des prestations. Donc c'est ce que nous faisons. Et j'ai que des partenaires sur ce panel. Je les casse les pieds, hein. Excepté... toi, tu es ami avec tout le monde. Je suis l'ami qui fout un peu le bordel. Okay. Donc, tu disais, vous encaissez les paiements par tous les moyens, crypto aussi? Bien sûr. Et d'ailleurs... il fait crypto, hein? Alors, je ne fais pas crypto, faut pas parce que là, je l'ai vu me regarder. J'ai vu le régulateur me regarder. Ce n'est pas dans le sens où on ne fait pas de crypto. Nous, on est simplement une passerelle. On fait passer des flux pour faciliter les paiements. Et sur la partie crypto, aujourd'hui, on est en pleine discussion avec notre partenaire Ibrahima pour permettre aux marchands de pouvoir encaisser. Si demain le régulateur l'accepte, nous leur encourageons beaucoup. Il ne faut pas qu'ils soient sur la défensive parce qu'en étant sur la défensive, ils vont freiner l'innovation. Et ce qui va se passer, et je vous le garantis, c'est que vous êtes obligés d'aller vers ça. C'est une nécessité et c'est soit vous sautez le pas aujourd'hui et vous permettez à des entreprises comme Réseau Money de pouvoir vous apporter la solution, ou sinon ça sera des géants qui vont venir demain où vous serez obligé de travailler avec eux. Donc on est condamné. Donc si on est condamné, allons, commençons maintenant. Donc ça c'était la petite parenthèse pour nos chers régulateurs. Donc nous on ne fait pas de crypto, mais c'est un canal que nous privilégions et sur lequel nous travaillons, encore une fois, sous réserve du régulateur. Et on discute beaucoup avec Réseau Money pour voir comment, chez Diomi, on va permettre à des marchands de pouvoir encaisser leurs clients à l'étranger et ou payer des fournisseurs qui sont à l'étranger. Donc, prenons le cas de quelqu'un qui est à Medina. On a tous vécu la crise de la liquidité dernièrement en Guinée. Il y a eu des solutions qui ont été apportées, mais ce sont des solutions d'apport. Je pense qu'il faut repenser le modèle et la solution de la blockchain peut aider. Parce que la pression sur la liquidité, elle va être là. Mais si on permet à un commerçant de Medina qui doit faire des achats en Chine, en Inde, à Dubaï, de pouvoir passer par Diomi, qui, à travers son partenaire, disons Réseau Money, de pouvoir payer. Il vient chez Diomi, lui il est en franc guinéen. Diomi s'appuie sur Réseau Money pour émettre des stablecoins. Et le fournisseur qui est à Dubaï, qui est en Chine, reçoit instantanément son paiement. Tout le monde est gagnant. On réduit drastiquement le processus d'achat et la personne elle est livrée.
Et c'est l'économie qui tourne. Vous savez, si on veut que nos pays aillent de l'avant, aillent vite, rattrapent le retard, il faut faire circuler le flux. Il faut que la circulation, faut moins de friction dans la circulation du flux. Et nous, c'est là que nous intervenons. D'accord, merci beaucoup. Je pense que l'autre question pour vous, ce sera sur on parlait de blockchain, ce sera sur la sécurité, sur la conformité, parce que c'est une question assez importante dans la rémittance pour ne pas justement financer le terrorisme, blanchir de l'argent, etc., etc. Mais s'agissant de la blockchain, je pense que l'Union africaine est en train de prendre le pas. La Commission de l'Union africaine qui avait organisé au mois de juin à Lusaka un atelier sur sa stratégie blockchain et crypto, auquel nous avons participé, qui montre que justement, je dirais peut-être les anglophones sont en train un peu de prendre le pas là-dessus, parce que les acteurs majeurs de la FinTech, disons au Kenya, Afrique du Sud, qui a déjà une agence dédiée à la régulation de la blockchain et qui donne ses licences. Le Ghana, qui a ouvert l'accès aux licences pour les acteurs de la crypto. Quel pays encore? Le Maroc qui est en train de l'étudier. Éventuellement, de plus en plus, je pense, ce sont des questions qui seront ouvertes. Mais cela pose aussi les problèmes de sécurité, les problèmes de conformité. Aujourd'hui, l'industrie de la rémittance, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous abordez ces questions et comment vous pensez que vous pouvez rassurer le régulateur sur ces problématiques-là? La parole, oui, vas-y. Alors, je pense qu'il y a une petite confusion quand on parle de crypto, on parle de blockchain, on parle de Bitcoin. Donc je vais déjà rappeler que la technologie, on est en train de se concentrer sur la technologie, mais les gens parlent beaucoup plus de la monnaie. Mais nous, ce qu'on est en train de propulser, c'est plutôt la technologie. Et en termes de sécurité, la blockchain, elle est beaucoup plus sécure que les systèmes bancaires. Okay? Donc, quand on dit, par exemple, que les crypto-monnaies qui sont sur la blockchain, c'est pour les criminels ou les Yahoo Boys. Oui, c'est vrai qu'ils ont exploité une faiblesse d'un manque de régulation. Mais en réalité, c'est possible aujourd'hui. C'est impossible de se cacher dans la blockchain. Parce que avec l'évolution de la conformité, chaque portefeuille électronique ou digital qui est créé est lié à une identité. Donc à travers ça, il y a une norme qu'on appelle le travel rule, c'est-à-dire que quand, à partir de mon portefeuille, je fais un transfert à Candace, à travers la norme de travel rule, donc la règle de voyage ou la règle de mobilité, c'est possible de savoir que ce paiement vient de moi et aller vers Candace. Et je peux faire 1000 transactions ou 1 million de transactions. Il y a des algorithmes aujourd'hui qui peuvent suivre, qui peuvent retracer toutes mes transactions. Donc, c'est faux de dire que les gens se cachent, donc c'est pas safe et que c'est pour les criminels. Ça, c'est pas un argument. Cet argumentaire, il est faux, il est complètement faussé. Et deuxièmement, le fait que la blockchain, elle n'est pas falsifiable. Donc, en réalité, si je prends le cas de l'Afrique, la plupart des pays africains sont gangrénés par la corruption. Donc la blockchain, par exemple, c'est vraiment une solution contre la corruption, par exemple. Pour les pays qui aspirent à une bonne gouvernance, c'est la blockchain qui est vraiment la réponse à cette problématique. On ne peut pas falsifier une transaction une fois qu'elle est sur la blockchain, donc ça rassure sa fiabilité. Troisièmement, les banques, si je compare la blockchain aux banques, aujourd'hui, quand vous avez votre argent dans un compte bancaire, en réalité, cet argent ne vous appartient pas. Parce que la banque, on a vu les banques qui sont allées en faillite et les clients qui ont perdu leur argent.
Et c'est vraiment contraire à ce qui peut arriver à la blockchain. Malgré l'évolution de la conformité et les règles autour des réserves, de la gestion des réserves et de la gouvernance, vous êtes beaucoup plus en sécurité sur un portefeuille qui est émis sur la blockchain que sur un compte bancaire. Parce que personne ne peut accéder à vos fonds. Ceux qui peuvent accéder à vos fonds, peut-être c'est les sociétés qui ont émis ces tokens, mais qui sont très strictement gouvernés, donc ils ne peuvent pas toucher à votre cash. Et deuxièmement, en tout cas, ce qui est certain, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du Yahoo Boy, comme vous le dites. D'accord. Oui, Candace, avant que notre ami Johnny ne... Oui, non, moi je viens... Je sais que les telcos ne sont pas dans la crypto, donc on ne leur donne pas la parole. Non, en fait, quand on parle de sécurité ou tout ça, on ne s'arrête pas qu'à la blockchain. On parle de remittance en général. Donc, aujourd'hui, les mesures que les institutions de transfert d'argent prennent pour pouvoir s'assurer qu'il y a vraiment du screening qui est effectué et pour pouvoir être sûr que la transaction est légitime et pouvoir s'assurer que la personne qui doit recevoir est telle qui est identifiée. Ça, c'est des mesures qui vont permettre aux clients, enfin aux entités, aux personnes d'avoir cette on va dire, confiance. Le fait de pouvoir aller recevoir son argent dans une agence bien identifiée, claire devant toi. Le fait de pouvoir recevoir un code unique qui est lié à ton identité, de telle sorte que quand tu pars, c'est toi seul qui peux retirer l'argent. Ça, c'est des mesures qui peuvent rassurer. Le fait d'être sûr on reçoit de manière instantanée son argent sur son compte, sur son adresse électronique, c'est clair que c'est rassurant, mais après, quand on fait des comparaisons, il y a ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien aussi. Quand on parle du fait que si une banque ferme, ton exemple, si une banque tombe en faillite, on perd son argent, c'est pas forcément vrai, parce que les banques souscrivent à ce qu'on appelle des assurances, qui sont même réassurées, peut-être qui garantissent quand même l'accès à ces fonds, même si c'est pas dans l'immédiat, mais à une certaine période. C'est possible. Mais par contre, si tu connais Kevin Durant. Kevin Durant, pendant près de 10 ans presque, il avait perdu sa clé. Donc, il ne pouvait pas accéder à son argent. Donc, c'est le truc qu'il ne faut pas qu'il t'arrive quand tu es dans la crypto. Parce que il n'y a personne qui puisse, comme il a dit, c'est tellement sécurisé qu'il n'y a personne qui puisse accéder à ton argent à part toi. Et donc, il ne faut pas perdre ta clé. Si tu la perds, tu es foutu. Mais alors que... donc, ça dépend de comment tu veux te positionner. Quel est le degré d'assurance que tu veux et qu'est-ce qui te convient le mieux. Voilà, donc il faut essayer de regarder ces deux côtés, en fait. D'accord, ok. Donc, je pense, au-delà, si tu interviens rapidement, mais je pense que la question de la sécurité, c'est pas juste la blockchain. Tu évoquais tantôt toutes les procédures mises en place. Après, on demandera à nos amis de Orange et de MTN de nous partager un peu comment est-ce qu'ils adressent ces questions de sécurité et de conformité. Donc, rapidement. Ok, alors moi je pense que c'est, quand on prend le secteur de la blockchain, comme le dit Ibrahima, en fait on se focalise beaucoup sur la crypto. La crypto, c'est le carburant. C'est le carburant. D'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à la blockchain, on parle de frais de gaz. Donc c'est ce qui fait que quand je développe une blockchain, pour l'utiliser, il y a un token. Donc vous l'achetez pour pouvoir bénéficier des services, parce que derrière, il y a ce qu'on appelle il y a différentes technologies. Il y a ce qu'on appelle la preuve de travail et la preuve de staking, en fait. En gros, on se met en pool, on décide qui va valider la transaction. Donc pour valider ça, la personne met à disposition une ressource qui est une machine qui doit consommer de l'énergie, et donc vous le rémunérez.
Donc, ce qui fait que les gens, ils achètent et ils se disent que oui, avec plus de transactions, les gens vont développer des applications. Donc, du coup, cette blockchain-là, elle va avoir de la valeur. Donc, puisque j'achète en amont, ça prend de la valeur et ce que j'ai acheté prend de la valeur. Donc, c'est ce qui fait ça. Ne restez pas sur l'aspect crypto. Juste quelque chose à dire sur l'aspect sécurité. Aujourd'hui, quand vous émettez une transaction, tout le monde le voit. Si vous partez sur une blockchain Ethereum, vous pouvez rechercher une transaction, vous savez à quel moment personne ne peut le falsifier. Récemment, on a été témoin de vol de crypto par un groupe nord-coréen, mais ça a été vu. Malheureusement, on n'a pas pu ce qu'on appelle les geler, et donc ils ont pu le revendre, ou en tout cas les protéger dans ce qui a fait ça, mais tout le monde le sait. Alors que si vous volez $10, personne ne le sait. Si vous avez volé $10, hein, personne ne connaît le numéro de billet, peut-être, à part la Réserve fédérale, peut-être. Je dis ça comme ça. Et donc, pour moi, la blockchain, c'est une promesse de sécurité et de transparence. Je pense que le système traditionnel doit aujourd'hui, et j'encourage beaucoup nos régulateurs, non pas à faire comme l'Union européenne le fait, mais faire comme les États-Unis ou Dubaï, qui devient de plus en plus la capitale des blockchains, réguler dans le sens où on va permettre à des jeunes de développer de la technologie. Ibrahima, dans un post sur Facebook hier, parlait de sandbox, parce qu'effectivement, vous avez des jeunes très talentueux, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, quand vous les fixez des cautions, ça devient un frein. Et ce frein-là est profitable à des géants qui sont de l'autre côté, qui vont venir développer la même chose que des jeunes Guinéens ou des jeunes Africains peuvent développer. Donc mettez un cadre, mettez des sandbox, accompagnez ces jeunes-là à développer des solutions qui vous seront bénéfiques. Donc pour moi, la régulation, c'est définir un cadre. Ok, écoutez, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'il faut protéger le citoyen, bien évidemment. Mais voilà, donc on vous accompagne à développer la technologie pour le bénéfice de ces citoyens que nous protégeons. Parce qu'in fine, on n'y peut rien. C'est comme un fleuve. Vous ne pouvez pas, vous pouvez router comme on appelle l'eau, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Ok. Donc, voilà ce que je C'est bien entendu rajouter. cet appel. Donc, il nous reste très peu de minutes. On va rapidement prendre le point de nos amis Orange et MTN. Et puis ensuite, je pense que vous pourrez, en même temps que vous parlez de sécurité, de processus en place, on pourra juste après terminer sur les perspectives pour l'industrie, pour développer l'industrie. Et je pense qu'on aura fait le tour. Est-ce qu'on aura des questions-réponses à... 2 questions. Ok, donc allons-y rapidement. Ok, chez Orange Finance Mobile Guinée, sur par exemple la remittance, nous faisons des due diligence avec nos partenaires qui nous envoient des fonds et nous veillons en sorte que c'est seulement les clients qui envoient des fonds qui passent par ces entreprises-là ont leur KYC déjà présent avec ces partenaires. Parce qu'à tout moment aujourd'hui, nous demandons à nos partenaires de nous fournir par exemple les KYC de certains clients pour voir est-ce qu'ils ne font pas partie des PEP et pour éviter aussi la LCFT. Et sur le outbound, nous avons mis en place des règles. C'est seulement les clients qui sont bien identifiés chez nous qui ont la possibilité aujourd'hui d'effectuer des transferts sortants. Et nous sommes régulés aussi par la Banque centrale qui nous demande à tout moment, est-ce que tout le client, avant d'ailleurs de lancer un service, on demande à la Banque centrale et on leur garantit que c'est seulement les clients qui sont bien identifiés chez nous qui ont la possibilité d'effectuer ces transferts. D'accord, merci. Notre ami de MTN. Ok, je pense que c'est la même logique, on va dire. Je ne vais pas trop m'aventurer dessus, mais on va dire que c'est sur le même principe. Okay. En termes de sécurité, je pense que les technologies que nous utilisons, c'est avec des grands groupes, notamment pour MTN, c'est Ericsson. Donc, on peut se dire que oui, la blockchain est bonne, mais aussi nos plateformes à nous, elles sont bien sécurisées et il n'y a pas de risque pour un client. En ce qui concerne maintenant, on parlait de challenge. Je pense que le plus gros challenge quand il s'agit des remittances, c'est cette partie de KYC, c'est cette partie de compliance. Parce que d'un pays à un autre, les revenus sont différents, les régulateurs sont différents, donc chacun pose un certain seuil qui est un peu différent. Quand il s'agit de la Guinée aujourd'hui,
on parle d'un seuil sur un portefeuille électronique autour de 50 millions. Quand tu évalues ça pour une personne qui est aux États-Unis, je pense que 50 millions de francs guinéens, c'est pas beaucoup. Il peut le faire, il peut le transférer à un de ses parents, ainsi de suite. Donc, je pense qu'en termes de challenge, c'est ça, progressivement, ces barrières-là, que nous devons travailler dessus, notamment au niveau des pays africains, parce que nous recevons beaucoup de fonds. Si on veut transformer tous ces fonds-là qui passent de manière, on va dire, licite, il va falloir qu'on puisse débloquer le challenge, qu'on puisse faciliter la tâche, qu'on soit regardant, mais qu'on puisse débloquer certaines choses et que le flux puisse venir. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que l'une des... on l'a dit pendant cette conversation, développer la rémittance, il y a des questions de coût, il y a des questions de sécurité. Je pense que d'ici peu, Wave sera sur le marché. Donc Wave aussi qui fait de la rémittance. Là, on a un premier, on a un deuxième. Les choses pourraient changer. Le premier peut devenir deuxième, le troisième peut devenir... On ne sait jamais. Mais en termes de perspective de ce marché-là, est-ce que vous pensez que pour pouvoir développer ce marché, il faut jouer sur les coûts? Quels sont les autres leviers que vous, acteurs de la rémittance, pensez qu'il est bon de mettre en place pour pouvoir dynamiser le marché guinéen? Et je pense que ce sera sur ces mots-là que nous allons terminer. Donc, chacun pourra pourra avoir une toute parole pour partager ses perspectives sur le développement, sur le futur de la rémittance. Donc, sur la partie compétition, je pense qu'il n'y a pas de... La compétition est toujours welcome. Ça nous permet, nous tous, de nous améliorer, d'être un peu dynamiques et que les clients soient satisfaits en dernière position. En ce qui s'agit des coûts, je ne vais pas divulguer notre plan, mais nous sommes en perspective à date de baisser cette moyenne qui est autour de 5 à 6% sur une moyenne qui viendra relativement à 2 à 3%. Et ça, je parle d'un futur proche. Va bientôt faire 2%. Oui, ça c'est un futur proche. MTN va faire 2%. Exactement. On parle bien sûr sur du outbound. Donc on va non seulement rajouter beaucoup de corridors, à peu près 160 pays, notamment la Chine avec Alipay, WeChat, notamment la Turquie, ainsi de suite. On va faciliter l'envoi. Oui, mais je pense qu'il y a déjà ce partenariat entre Alipay et puis MTN, je crois. C'est au niveau des réceptions de fonds. Mais au niveau de l'envoi, on va le faire. Et ce que je dis, à date, si on regarde les coûts, c'est autour de, on va dire 5-6%. C'est une moyenne, mais là, on va baisser le taux. Je ne veux pas trop donner de détails, donc on va dire que jusque ce taux-là va être réduit. Merci. Chez nous, chez Orange Finance Mobile, aujourd'hui, on a constaté que les clients, ils ont besoin de 3 choses. Ils veulent payer moins, et transférer plus vite et avoir confiance. Donc, on est en train de travailler sur ces 3 facteurs. Parce que quand un client aujourd'hui veut envoyer de l'argent, premièrement, il regarde, il dit qu'il veut envoyer 100 000 francs CFA au Sénégal. Il se dit, combien ça me coûte d'envoyer 100 000 francs CFA? Et combien, si il doit amener, par exemple, disons 1 million en GNF, son bénéficiaire, lui, il reçoit combien? Et pour lui, pour envoyer ces 1 million, combien lui, il sera débité? Donc déjà, ils veulent payer moins, avoir... que les prix soient baissés et que la transaction soit instantanée. Et lors du processus de ce transfert, qu'ils aient une confiance du début à la fin. En second lieu, au-delà on est déjà en train d'ouvrir plusieurs corridors, mais au-delà de ces corridors, on veut aller plus loin, on veut ouvrir même sur les cartes bancaires, sur les comptes bancaires. Donc on va toucher le maximum de clients possible. Par exemple, si on regarde en France, il y a plus de cartes bancaires que de mobile money. Donc, si on ouvre en France uniquement sur le mobile money, on n'aura pas assez de clients que si on ouvrait sur les cartes bancaires et les comptes bancaires. Donc, on va ouvrir pour plusieurs pays d'ici la fin de l'année, peut-être, et on va ouvrir même avec les cartes bancaires et les mobile money, les comptes bancaires.
Ok, merci. Comprendre les innovations et surtout accompagner les innovateurs. Donc, les acteurs qui sont là pourraient après faire un mémorandum à remettre au régulateur et ensuite après peut venir la mise en place d'un groupe de travail, etc. Donc juste pour le public, hein, ne pas confondre blockchain et crypto-monnaie. Oui. La blockchain, c'est une technologie pour échanger des choses. Ça peut être des contrats, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Maintenant, quand on utilise la monnaie dessus, on parle de crypto-monnaie, voilà. D'accord, merci Candace.